Un nouvel employé m'a montré la photo de sa petite amie, c'était ma femme dans la cuisine. Au même moment, elle m'a envoyé un message pour savoir si je rentrais tard. C'est là que j'ai pris la décision qui a tout changé. Mon nom est Émile. J'ai 49 ans et il y a un moment qui est gravé dans mon esprit pour toujours. La seconde exacte où un étranger a tourné son téléphone vers moi et m'a, sans le savoir, montré une photo de ma propre femme souriant dans notre cuisine comme si elle était la petite amie d'un autre homme. C'était un mardi ordinaire. J'étais à la cantine de l'entreprise où je travaille depuis plus de 20 ans, mon plateau à la main, cherchant une place libre au milieu du brouhaha habituel. J'ai vu une chaise vide à côté d'un nouvel employé, quelqu'un avec qui j'avais à peine échangé quelques mots depuis qu'il avait commencé il y a quelques semaines. Son nom est Denis, un jeune homme au sourire facile, avec cette énergie de quelqu'un qui sent que la vie lui sourit enfin. Je me suis assis, l'ai salué poliment et nous avons commencé à parler de choses sans importance, le temps qu'il faisait, la lourdeur du quart du matin, la nourriture de la cantine qui ne change jamais. Puis, sans que je ne demande rien, Denis a baissé la voix comme quelqu'un qui garde un secret qu'il ne peut plus contenir. Et il m'a dit, les yeux brillants, « Écoute, il faut que je te dise quelque chose. J'ai rencontré une femme incroyable. Elle adore cuisiner. Elle vit dans un immense appartement. Et je sens que cette fois, c'est différent, tu sais. » J'ai souri. Je lui ai dit que j'étais content pour lui, sans imaginer ce qui allait arriver. Il a sorti son téléphone, a cherché quelque chose dans sa galerie avec l'excitation d'un adolescent amoureux, et a tourné l'écran vers moi. Ce fut une question de seconde, une seconde qui a semblé une éternité. Elle était là, souriante, debout dans une cuisine que j'ai reconnue instantanément parce que c'est la même cuisine où je prends mon petit déjeuner tous les matins, où elle prépare le café pendant que je lasse mes chaussures pour aller travailler. C'était ma femme, Marianne. Mon cœur a fait un bond si fort que j'ai cru que Denis le remarquerait sur mon visage, mais je n'ai rien dit, je ne pouvais pas. Mon cerveau essayait de traiter ce que mes yeux voyaient, cherchant une explication logique, une coïncidence raisonnable. Peut-être que c'était une femme qui lui ressemblait. Peut-être que la cuisine ressemblait juste à la nôtre, mais je connaissais ces carreaux blancs, cette fenêtre avec le rideau jaune que Marianne avait choisi l'année dernière, cette coupe à fruits en céramique que je lui avais offerte pour notre 15e anniversaire. Il n'y avait aucun doute possible, c'était elle. Et comme si le destin voulait se moquer de moi au pire moment possible, juste à cet instant, mon téléphone portable a vibré sur la table. J'ai baissé les yeux presque automatiquement et j'ai vu le nom qui m'avait donné le plus de confiance au cours des 20 dernières années de ma vie, Marianne. Le message disait simplement, « Mon amour, vas-tu rentrer tard aujourd'hui ? Je veux savoir si je dois t'attendre pour le dîner. » J'ai senti l'air de la cantine devenir lourd, comme si tous les sons autour de moi s'étaient soudainement estompés, et seul l'écho de cette question innocente et quotidienne demeurait, écrite par la même femme que j'avais vue souriante sur le téléphone d'un autre homme quelques minutes auparavant. Denis continuait de parler, me donnant des détails, à quel point elle était attentive, à quel point elle cuisinait bien, à quel point il se sentait à l'aise à ses côtés sans avoir la moindre idée qu'il décrivait phrase par phrase ma propre femme. J'aurais pu me lever de cette table à ce moment-là. J'aurais pu crier, exiger des réponses, sortir mon téléphone et appeler Marianne juste devant Denis pour tout exposer d'un coup. N'importe quel homme à ma place aurait ressenti l'envie d'exploser. Et je l'ai ressenti aussi, croyez-moi. J'ai senti la rage monter dans ma poitrine comme un feu implorant de sortir. Mais quelque chose en moi, peut-être les années, peut-être l'expérience de voir d'autres faire des erreurs en agissant sans réfléchir, m'a arrêté. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai feint un sourire et j'ai dit à Denis qu'elle semblait être une femme spéciale, que j'espérais que les choses se passeraient bien pour lui. Mes mots semblaient naturels, calmes, bien qu'à l'intérieur je sentais que quelque chose s'était brisé en 1000 morceaux. Je lui ai demandé d'un ton désinvolte, très difficile à simuler, depuis combien de temps ils se connaissaient, comment ils s'étaient rencontrés, quels plans ils avaient. Chacune de ces réponses était un nouveau coup de poignard, une nouvelle confirmation que mon mariage, celui que je croyais solide après tant d'années, s'effondrait sous mes yeux sans que je l'aie vu venir. J'ai terminé mon déjeuner, n'ayant presque rien goûté. J'ai dit au revoir à Denis d'une poignée de main et d'un sourire que je ne ressentais pas, tandis que mon esprit travaillait déjà à toute vitesse à élaborer un plan. Car à ce moment-là, j'ai décidé quelque chose d'important. Je n'allais pas rentrer chez moi ce soir-là et exploser de rage, exigeant des explications qui viendraient probablement avec des mensonges bien répétés. J'allais faire quelque chose de différent. J'allais observer. J'allais enquêter.
J'allais découvrir jusqu'où allait ce mensonge avant de faire un seul faux pas. Je suis retourné à mon bureau, mon téléphone à la main, regardant ce dernier message de Marianne, me demandant si je serais en retard. Et pour la première fois depuis longtemps, je lui ai répondu par un mensonge à moi. Ne t'inquiète pas, mon amour. Je serai à la maison à l'heure habituelle. Tandis que j'écrivais ces mots, je savais que quelque chose en moi avait changé pour toujours. Je n'étais plus le même homme qui s'était assis pour déjeuner cet après-midi-là. Maintenant, j'avais une mission, et j'étais déterminé à découvrir jusqu'au bout la profondeur de la trahison qu'on venait de me montrer involontairement. Cet après-midi-là, assis dans mon bureau, la porte fermée, j'ai essayé de ranger les pensées qui envahissaient ma tête. Je devais comprendre comment nous en étions arrivés là, car pour comprendre une trahison, il faut d'abord revenir sur les petits détails que l'on ignore quand on est trop occupé à vivre au jour le jour. Marianne et moi sommes mariés depuis 22 ans. Nous nous sommes rencontrés quand nous avions tous les deux environ 27 ans, à une époque où je commençais tout juste à m'établir dans cette même entreprise où je travaille encore aujourd'hui. Elle travaillait dans une boutique près de mon ancien appartement et je passais devant cette vitrine tous les jours, inventant des excuses pour entrer et la voir jusqu'à ce qu'un jour je prenne mon courage à deux mains et l'invite à prendre un café. Depuis, nous avons construit une vie ensemble. Nous avons acheté notre maison, élevé nos 2 enfants qui sont maintenant adultes et vivent seuls. Et nous avons traversé les hauts et les bas normaux de tout long mariage. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Au cours des derniers mois, cependant, il y avait quelque chose de différent dans l'atmosphère de notre maison. De petites choses qui ne semblaient pas suffisantes pour éveiller les soupçons à l'époque, mais qui maintenant, avec l'image de cette photo toujours gravée dans mon esprit, commençaient à prendre un sens complètement différent. Marianne avait commencé à sortir plus souvent avec des amis. C'est ce qu'elle disait les mardis et jeudis après-midi, précisément les jours où je travaillais plus tard en raison des réunions de clôture de mon service. Elle arrivait toujours avant moi. Je n'ai donc jamais eu moyen de vérifier quoi que ce soit. Quand je lui demandais avec qui elle était, elle mentionnait des noms que je connaissais vaguement, des femmes du quartier ou d'anciennes collègues de travail. Et moi, confiant comme toujours, je n'ai jamais douté de ses paroles. Je me suis aussi rappelé que depuis environ 3 mois, Marianne avait changé sa façon d'utiliser son téléphone. Avant, elle le laissait sur la table de la salle à manger sans aucun soin. Parfois, elle me demandait même de le lui chercher quand elle était dans la cuisine. Mais dernièrement, elle le portait toujours avec elle, même aux toilettes. Et quand elle recevait un message pendant que nous regardions la télévision ensemble, elle détournait l'écran presque instinctivement, un geste automatique que j'ai attribué à l'époque à la fatigue ou à l'habitude sans y prêter beaucoup d'attention. Un autre détail qui me revenait maintenant avec force concernait les dépenses. Marianne avait commencé à acheter de nouveaux vêtements plus fréquemment, des parfums que je ne me souvenais pas lui avoir offerts, et à quelques reprises, j'ai trouvé des reçus de restaurants à l'heure du déjeuner dans des endroits éloignés de la zone où elle disait faire ses courses. Quand j'ai demandé par curiosité, elle a expliqué qu'elle avait déjeuné avec une amie qui traversait une période difficile et avait besoin de compagnie. Cela semblait raisonnable. Cela semblait être la Marianne habituelle, généreuse, attentive aux autres. Jamais avant ce jour à la cantine de l'entreprise je n'avais eu de véritable raison de douter d'elle. J'ai aussi pensé à Denis, à ce qu'il m'avait dit de cette femme incroyable qu'il avait rencontrée. Il a dit qu'il s'était vu plusieurs fois déjà, qu'elle vivait dans un immense appartement, ce qui ne correspondait pas à notre maison, une maison à 2 étages en banlieue, pas un appartement. Cette petite incohérence m'a donné un premier indice. Peut-être que Marianne ne voyait pas Denis chez nous, mais dans un autre endroit, possiblement emprunté ou loué pour l'occasion. L'idée qu'il y avait un espace dédié exclusivement à cette liaison me tordait l'estomac d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'ai décidé alors que je ne pouvais pas simplement me fier à des soupçons et à des souvenirs épars. Je devais confirmer chaque pièce de ce puzzle étape par étape avant de faire un faux pas. Et pour cela, j'ai pensé à la seule personne en qui j'avais vraiment confiance au sein de l'entreprise, Olivier, mon collègue depuis plus de 15 ans. Quelqu'un qui me connaissait bien et qui avait aussi une capacité enviable à détecter les mensonges et les schémas que je manquais. Je l'ai appelé cet après-midi-là et lui ai demandé de me retrouver après le travail au petit café que nous fréquentions le vendredi pour prendre un verre et nous plaindre de la semaine. Je ne lui ai donné aucun détail par téléphone. Je lui ai juste dit que j'avais besoin de lui parler de quelque chose d'important. Quand il est arrivé, j'ai remarqué l'inquiétude sur son visage dès qu'il m'a vu assis à la table du fond avec un air perdu et 2 bières déjà sur la table. Je lui ai tout raconté depuis le début. La photo,
la cuisine, que j'avais reconnu instantanément. Le message de Marianne arrivant à ce moment précis. Ma décision de ne pas exploser sur place. Olivier m'a écouté en silence sans m'interrompre avec cette expression sérieuse que je ne lui avais vue qu'à de rares occasions. Quand j'ai eu fini de parler, il est resté silencieux quelques secondes comme s'il organisait ses propres pensées et puis il a dit quelque chose qui m'est resté en tête. « Émile, si tu agis sous le coup de la colère maintenant, elle va réaliser que tu sais et elle aura le temps de monter une histoire parfaite avant que tu ne puisses la confronter avec de vraies preuves. Tu as besoin de patience. Tu dois jouer ce jeu mieux qu'elle. » Ces mots ont confirmé ce que je soupçonnais déjà, mais que j'avais besoin d'entendre de quelqu'un d'autre pour me sentir sûr de ma décision. Olivier a proposé de m'aider, me rappelant qu'il connaissait des gens dans le quartier où Marianne disait rencontrer ses amis et que peut-être nous pourrions commencer par des questions discrètes sans éveiller de soupçons. Cette nuit-là, quand je suis finalement rentré à la maison, j'ai trouvé Marianne dans la cuisine préparant le dîner comme n'importe quel autre jour. Elle m'a salué d'un baiser sur la joue et d'un sourire chaleureux, me demandant comment s'était passée ma journée, complètement inconsciente que je savais déjà quelque chose qui changerait tout entre nous. Je l'ai regardée pendant quelques secondes de plus que d'habitude, cherchant sur son visage un signe, une trace de culpabilité ou de nervosité, mais je n'ai rien trouvé. Sa performance était parfaite, si naturelle que si je n'avais pas vu cette photo de mes propres yeux, je n'aurais jamais rien soupçonné. J'ai dîné en silence ce soir-là, répondant par monosyllabes à ses questions, feignant l'épuisement du travail. En la regardant se déplacer dans la cuisine, la même cuisine que Denis avait vue sur cette photographie, j'ai senti quelque chose en moi se durcir, me préparant à ce qui allait arriver. Je n'étais plus le mari confiant que j'avais toujours été. À partir de cette nuit-là, je serais un observateur silencieux et patient, déterminé à découvrir chaque détail de ce mensonge avant de porter le coup final. Les jours suivants, j'ai vécu comme si j'étais dans deux vies différentes. À l'extérieur, j'étais le même Émile. J'allais au travail, saluer mes collègues, déjeuner à la cantine de l'entreprise. Je me suis même assis près de Denis à quelques reprises, l'écoutant parler avec une excitation qui ne me surprenait plus, mais que j'analysais maintenant avec froideur, cherchant chaque détail qui pourrait servir de pièce au puzzle. À l'intérieur, cependant, j'étais un homme complètement différent, alerte, observateur, calculant chaque mot avant de le prononcer, aussi bien au bureau que chez moi. Olivier a tenu parole. 2 jours après notre conversation au café, il m'a appelé le soir d'une voix mêlant prudence et nervosité. Il m'a dit qu'il avait parlé sans éveiller de soupçon à une connaissance à lui qui vivait dans le même quartier où Marianne disait rencontrer ses amis les mardis et jeudis. Selon cette voisine, dans un immeuble résidentiel relativement neuf, à environ 15 pâtés de maison de notre maison, une femme correspondant à la description physique de Marianne avait été vue entrer plusieurs fois. Toujours vers 16h et toujours accompagnée d'un jeune homme qui correspondait parfaitement à l'âge et à l'apparence de Denis. J'ai senti la terre trembler sous mes pieds en entendant cette confirmation. C'était une chose de soupçonner, d'imaginer, de relier les points dans ma tête pendant les nuits blanches. C'en était une autre d'entendre de la bouche de quelqu'un d'étranger à toute cette histoire qu'il y avait effectivement un lieu, un moment, un schéma répété qui correspondait exactement au jour où Marianne prétendait être avec ses amis. J'ai remercié Olivier pour son aide et je lui ai demandé, presque en le suppliant, de garder cela entre nous jusqu'à ce que j'aie suffisamment de preuves pour agir sans laisser de place aux doutes ou aux mensonges improvisés. Cette même semaine, j'ai décidé de franchir un pas plus risqué, rendre visite à Viviane, la voisine et amie de longue date de Marianne, une femme âgée du genre qui connaît tous les secrets du quartier. Non pas qu'elle les cherche, mais simplement parce que la vie les met devant elle. Viviane nous avait toujours traités avec affection. Elle avait assisté à notre mariage il y a plus de 2 décennies, et bien que nous n'ayons jamais été particulièrement proches, je savais qu'elle me faisait suffisamment confiance pour parler franchement si je trouvais le bon moment. J'ai profité d'un après-midi où Marianne était sortie faire les courses hebdomadaires pour rendre visite à Viviane sous prétexte d'emprunter un outil. Je devais soi-disant réparer quelque chose dans le jardin. Nous nous sommes assis sur son patio, buvant du café, parlant d'abord de choses sans importance, le temps qu'il faisait, les prix qui montaient constamment, les ragots habituels du quartier. Mais petit à petit, j'ai orienté la conversation vers Marianne, demandant d'un ton désinvolte comment elle allait ces derniers temps, si elle semblait bien, si elle passait du temps ensemble comme avant. Viviane, sans se douter de mes véritables intentions, a commenté qu'elle s'était à peine vue depuis un moment, que Marianne était toujours occupée, qu'elle l'avait même invitée à prendre un café plusieurs mardis récents et qu'elle avait décliné l'invitation, disant qu'elle avait des engagements préalables.
Ce mot, engagement, a résonné dans ma tête comme une cloche, car si Marianne disait à Viviane qu'elle avait des engagements et en même temps me disait qu'elle était avec Viviane ou d'autres amis du quartier, alors le mensonge ne tenait que parce qu'aucune des parties ne comparait leurs histoires jusqu'à présent. J'ai remercié Viviane pour le café et pour l'outil dont j'avais faim d'avoir besoin et je suis rentré chez moi avec un étrange sentiment dans la poitrine, un mélange de tristesse et de détermination que je ne savais pas comment nommer. Chaque nouvelle pièce que je trouvais confirmait ce que je soupçonnais déjà. Mais cela m'éloignait aussi un peu plus de la possibilité que tout cela soit un malentendu, une explication innocente que je n'avais tout simplement pas envisagée. Cette nuit-là, tandis que Marianne dormait à côté de moi, respirant paisiblement avec la sérénité de quelqu'un qui ne porte aucun poids sur sa conscience, je suis resté éveillé, fixant le plafond, revoyant mentalement chaque conversation, chaque geste, chaque petite incohérence des derniers mois. J'ai pensé à nos enfants, à ce que cela signifierait pour eux de découvrir que leur mère, la femme qui prêchait toujours l'honnêteté et les valeurs à la maison, vivait une double vie. J'ai aussi pensé aux 22 années que nous avions construites ensemble, aux sacrifices, aux nuits à l'hôpital lorsque notre plus jeune fils était gravement malade enfant. Les voyages que nous faisions en économisant sou par sou. Tout cela semblait soudainement être sous l'ombre d'un mensonge que je commençais tout juste à démêler. Le lendemain à l'entreprise, j'ai décidé d'approcher à nouveau Denis, cette fois avec une stratégie plus définie. Je l'ai invité à prendre un café pendant la pause de l'après-midi, loin de l'agitation de la cantine, dans un espace plus calme où nous pourrions parler sereinement. Il a accepté volontiers, sans doute flatté qu'un collègue plus expérimenté et avec plus d'années dans l'entreprise lui prête attention de cette manière. J'ai commencé par lui demander, sur le ton d'un conseiller amical, comment les choses se passaient avec cette femme dont il m'avait parlé, feignant un intérêt sincère pour son bonheur. Denis, avec une naïveté que seule l'inexpérience peut procurer, m'a donné plus de détails que je ne m'y attendais. Il m'a dit qu'ils s'étaient rencontrés via une application de rencontre il y a un peu plus de 2 mois, qu'au début elle avait été réservée sur sa vie personnelle, évitant de parler de son travail ou de sa famille, mais qu'elle s'était progressivement ouverte. Il a avoué qu'à quelques reprises il avait senti que quelque chose ne collait pas, comme lorsqu'elle lui demandait de ne jamais l'appeler au téléphone sans d'abord lui envoyer un message, ou lorsqu'elle refusait catégoriquement de lui présenter des amis ou des connaissances communs. Chaque mot qui sortait de la bouche de Denis était une nouvelle preuve, une nouvelle brique dans le mur de preuves que je construisais. Une femme qui demande à ne pas être appelée sans préavis est une femme qui prend un soin extrême à ce que les deux parties de sa vie ne se touchent jamais. Je lui ai demandé, essayant de paraître le plus naturel possible malgré le tumulte en moi, s'il savait où elle vivait exactement. Et Denis, avec une confiance totale, a décrit le même immeuble que Olivier avait mentionné quelques jours auparavant, celui situé à 15 pâtés de maison de ma propre maison. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait plus de simples soupçons épars. J'avais un schéma de comportement, un lieu, une heure, un témoin indirect en Viviane. Et maintenant la confirmation directe de la bouche même de Denis, qui, sans le savoir, me remettait pièce par pièce la carte complète de la trahison de ma femme. La seule chose dont j'avais besoin était de le voir de mes propres yeux. D'avoir une preuve irréfutable qui ne laisserait aucune place au doute, à aucune excuse, à aucun mensonge, aussi bien ficelé que Marianne pourrait inventer si je la confrontais sans une base solide. Cet après-midi-là, de retour à mon bureau, j'ai envoyé un message à Olivier, lui demandant de me rencontrer à nouveau. Le moment était venu de passer de l'enquête passive à un plan concret. Un plan qui me permettrait d'être au bon endroit au bon moment, pour enfin voir de mes propres yeux ce que mon cœur savait déjà, mais que mon esprit têtu et blessé refusait encore d'accepter pleinement. Olivier a accepté de me voir le soir même. Cette fois, pas à notre café habituel, mais chez lui, loin des oreilles indiscrètes et de la possibilité que des connaissances nous voient ensemble et disent quelque chose qui pourrait involontairement parvenir à Marianne. Sa femme nous a laissés seuls dans le petit bureau qu'il avait dans le garage avec 2 tasses de café sur la table et un silence pesant qui a duré plusieurs secondes avant que je ne commence à parler. Je lui ai raconté tout ce que j'avais découvert avec Denis. L'immeuble, la règle de ne pas appeler sans préavis, le refus de le présenter à qui que ce soit de proche. Olivier a écouté les bras croisés, hochant lentement la tête, comme quelqu'un qui reconstituait un puzzle dans sa tête au même rythme que je le lui décrivais. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un instant, puis il a dit quelque chose qui a complètement changé le cours de mon plan. « Émile, tu as suffisamment pour soupçonner avec une certitude absolue. Mais tu n'as toujours rien que tu puisses mettre sur la table devant elle sans qu'elle ne nie tout. Tu dois la voir là, dans cet appartement, de tes propres yeux, où tu as besoin d'une preuve qu'elle ne peut pas expliquer. » Il avait raison. Les mots de Viviane,
les souvenirs de Denis, les schémas de comportement, tout cela était des pièces éparses qui, ensemble, formaient une image claire pour moi. Mais devant Marianne, il pourrait s'effondrer avec quelques mensonges bien construits. Ce ne sont que des ragots de quartier, des coïncidences, des malentendus pourrait-elle dire. Et sans preuve concrète, je finirais par douter de moi-même à nouveau. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Nous avons alors décidé d'un plan plus risqué. Le mardi suivant, le jour où Marianne sortait habituellement avec ses amis. Je ferais semblant d'avoir une réunion de travail tardive, quelque chose qui ne susciterait aucun soupçon car cela s'était déjà produit à de nombreuses occasions réelles. Au lieu de rester au bureau, Olivier me prêterait sa voiture, une voiture que Marianne ne reconnaîtrait pas, et je surveillerais la zone près de l'immeuble que Viviane et Denis avaient tous deux mentionné, attendant de confirmer de mes propres yeux ce que je soupçonnais déjà avec une âme brisée. Les jours précédant ce mardi furent, sans exagération, les plus longs de ma vie. Chaque dîner avec Marianne ressemblait à une performance, une pièce dans laquelle nous feignions tous deux la normalité sans savoir que l'autre jouait déjà un rôle. Elle me posait des questions sur le travail, si tout allait bien, remarquant peut-être quelque chose de différent dans mon comportement. Une distance que j'essayais de cacher avec des sourires forcés et des réponses courtes. À quelques reprises, elle m'a demandé directement si quelque chose n'allait pas, et moi, le cœur lourd, je répondais que ce n'était que de la fatigue, beaucoup de travail accumulé, rien d'inquiétant. Le plus dur n'était pas de mentir sur le travail. Le plus dur était de continuer à partager un lit avec elle, d'entendre sa voix dire « je t'aime » avant de nous endormir, de recevoir un baiser de bonne nuit de la même bouche qui, selon toutes les preuves que j'avais recueillies, murmurait des mots similaires à un autre homme quelques heures auparavant. Il y a eu des nuits où j'ai dû retenir mes larmes en silence, lui tournant le dos au lit, faisant semblant de dormir pour qu'elle ne remarque pas le poids que je portais. J'ai aussi beaucoup pensé à nos enfants pendant ces jours. Ma fille aînée, qui vit dans une autre ville pour le travail, m'appelait tous les dimanches comme d'habitude, et je devais avoir l'air normal, raconter une anecdote sans importance sans révéler le moindre indice de ce qui se passait à la maison. Mon fils cadet, qui vit plus près, est venu nous rendre visite un week-end, et le voir assis à table avec sa mère, riant de ses blagues, complètement inconscient de la tempête qui se préparait, m'a brisé l'âme d'une manière que je ne savais pas possible. Finalement, le mardi convenu est arrivé. Ce matin-là, avant de quitter la maison, j'ai observé Marianne de plus près que d'habitude pendant qu'elle se préparait pour sa prétendue sortie avec des amis. J'ai remarqué qu'elle mettait un parfum différent de son parfum habituel, quelque chose de plus doux, de plus intense que je ne me souvenais pas lui avoir vu ces dernières années. J'ai aussi remarqué qu'elle avait choisi une robe qu'elle gardait habituellement pour les occasions spéciales, et non les vêtements décontractés qu'elle portait pour rencontrer son ami du quartier pour prendre un café. Chaque détail, aussi petit soit-il, s'ajoutait à la pile de preuves que j'avais déjà construite dans ma tête. Je suis arrivé au bureau comme n'importe quel autre jour. J'ai travaillé avec mon esprit partagé entre mes responsabilités et les nerfs que je sentais grandir dans ma poitrine au fur et à mesure que les heures passaient. À 15 heures, j'ai dit à mon chef direct que j'avais une affaire familiale urgente à régler, quelque chose d'inhabituel pour moi, car j'avais toujours été connu pour ma ponctualité et mon engagement au travail. Personne n'a rien soupçonné d'étrange. Mon dossier me soutenait. J'ai récupéré la voiture d'Olivier, qui a insisté pour m'accompagner une partie du chemin, attendant dans un café voisin au cas où j'aurais besoin de soutien, ou pire, de premiers secours émotionnels si les choses se confirmaient de la pire des manières. Je me suis garé à un demi-pâté de maison de l'immeuble, dans un endroit discret d'où je pouvais surveiller l'entrée principale sans être facilement remarqué. Mon cœur battait si vite que je sentais mon pouls résonner dans mes oreilles. J'ai attendu près de 40 minutes, chacune semblant durer 1 heure. Je regardais ma montre constamment, doutant de ma propre décision, me demandant si je n'exagérais pas, s'il n'y avait pas une explication raisonnable après tout. Mais alors, à 16h10, je l'ai vue. Marianne marchait sur le trottoir dans cette robe spéciale que j'avais remarquée ce matin-là, avec le même sac à main qu'elle portait habituellement pour les occasions importantes, se dirigeant directement vers l'entrée de l'immeuble sans hésitation. Comme quelqu'un qui connaît parfaitement le chemin parce qu'il l'a emprunté de nombreuses fois auparavant. J'ai senti le monde s'arrêter un instant. Malgré toutes les preuves, tous les témoignages, toutes les incohérences que j'avais recueillies, une partie de moi, la partie la plus naïve et la plus aimante, s'accrochait encore à l'espoir que je me trompais. Cet espoir s'est brisé en 1000 morceaux, la voyant entrer dans l'immeuble si naturellement, saluant même le portier d'un geste familier comme quelqu'un qui faisait déjà partie intégrante de ce lieu. Je ne suis pas sorti de la voiture.
Je ne l'ai pas suivi à l'intérieur. Je savais qu'entrer là-bas à ce moment-là, sans plus de preuves que ma propre présence, ne ferait que déclencher un chaos dont elle pourrait s'échapper avec des explications à moitié construites, gagnant du temps, réorganisant sa version des faits. J'avais besoin de quelque chose de plus, quelque chose de définitif. Alors, j'ai attendu. 20 minutes plus tard, j'ai vu Denis arriver, marchant d'un pas pressé, vérifiant nerveusement son téléphone avant de le mettre dans sa poche et d'entrer dans le même immeuble avec la même familiarité que Marianne avait montré quelques minutes auparavant. C'était là, juste devant mes yeux, la confirmation absolue de tout ce que j'avais craint ces dernières semaines, ma femme et un nouvel employé de mon entreprise, se rencontrant en secret dans un appartement qu'ils partageaient clairement comme leur refuge de mensonges. J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes et j'ai pris une photo de l'immeuble, de l'heure exacte sur l'écran, documentant chaque détail qui pourrait servir de preuve irréfutable. Je n'ai pas pleuré à ce moment-là, même si je sentais les larmes lutter pour sortir. Au lieu de cela, j'ai ressenti un étrange calme m'envahir, une froide détermination qui a remplacé la douleur initiale. Il ne s'agissait plus de soupçons ou de rumeurs de quartier. Je l'avais vu de mes propres yeux. Il ne restait plus qu'à décider comment et quand j'allais utiliser cette vérité pour changer le cours de ma vie pour toujours. Je suis resté dans la voiture pendant près d'une heure après avoir vu Denis entrer dans l'immeuble, ne sachant pas exactement ce que j'espérais accomplir en le faisant, sauf peut-être absorber le coup petit à petit au lieu de le laisser m'assommer d'un seul coup. Olivier m'a appelé 2 fois pendant ce temps, inquiet parce que je n'étais pas revenu au café où nous avions convenu de nous retrouver. Et quand j'ai finalement démarré la voiture et que je me suis rendu là où il m'attendait, je n'ai pas eu besoin de dire un seul mot. Mon visage devait refléter tout ce dont j'avais été témoin, car dès qu'il m'a vu sortir du véhicule, il s'est levé de la table et m'a serré dans ses bras en silence. Quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 15 ans que nous nous connaissions. Je ne suis pas rentré directement chez moi ce soir-là. J'ai envoyé un message à Marianne lui disant que la réunion de travail avait duré plus longtemps que prévu et que je mangerais rapidement au bureau avant de partir. Elle a répondu avec une normalité absolue, me demandant si tout allait bien, si j'avais besoin qu'elle me garde à manger. Des mots si banals, si pleins d'une affection apparente qu'il était incroyablement difficile de ne pas lui écrire tout ce que je savais, tout ce que j'avais vu cet après-midi. Mais je me suis retenu. Je me suis souvenu des mots d'Olivier. La patience était mon arme la plus puissante à ce moment-là, et la gaspiller sur un message impulsif ne ferait que ruiner des mois de patience accumulés en quelques secondes. J'ai passé quelques heures de plus avec Olivier à discuter de ce que je devrais faire à partir de maintenant. J'avais déjà la confirmation visuelle, la photo de l'immeuble avec leur estampillé, les témoignages de Viviane et de la voisine qu'Olivier avait contactée. Plus toutes les informations que Denis m'avait involontairement fournies sur sa relation avec cette femme incroyable qui s'est avérée être ma femme. Mais Olivier a insisté sur quelque chose que j'ai trouvé crucial. J'avais besoin de plus qu'une simple visite pour bâtir un dossier solide. Une seule occurrence pouvait être expliquée, quoique difficilement. Mais un schéma répété documenté à plus d'une occasion ne laisserait aucune place aux excuses. Nous avons donc décidé de prolonger l'enquête d'une semaine. Le jeudi suivant, l'autre jour où Marianne se réservait habituellement pour ses prétendues sorties entre amis, j'ai répété le même processus. J'ai inventé une excuse raisonnable au travail, j'ai de nouveau emprunté la voiture d'Olivier, et j'ai surveillé le même endroit discret près de l'immeuble. Cette fois, je n'ai pas eu à attendre aussi longtemps. À 16h05, Marianne est apparue, marchant sur le même trottoir dans une robe différente. Cette fois, plus décontractée, mais tout aussi soigneusement préparée, et elle est entrée dans l'immeuble avec la même familiarité qu'elle avait montrée le mardi précédent. 15 minutes plus tard, Denis est arrivé. Cette fois, portant un petit sac d'une boulangerie réputée du centre-ville, comme quelqu'un qui apporte un petit quelque chose pour un rendez-vous spécial. J'ai tout documenté à nouveau avec des photos discrètes depuis la voiture, m'assurant de capturer les heures exactes, les visages, l'entrée de l'immeuble. Le schéma se répétait avec une précision douloureuse, les mêmes jours, la même heure, le même lieu, les mêmes protagonistes de l'histoire qui se déroulaient derrière mon dos depuis je ne sais combien de temps. Pendant cette semaine, alors que je recueillais discrètement des preuves, j'ai aussi commencé à remarquer de subtils changements dans le comportement de Marianne à la maison. Une nuit, alors qu'elle dormait, son téléphone a vibré sur la table de nuit avec une notification. Je ne voulais pas le vérifier directement. Je sentais que franchir cette ligne sans preuve supplémentaire pourrait me trahir avant le bon moment, si elle réalisait que son téléphone avait été touché.
Mais j'ai réussi à apercevoir du coin de l'œil un fragment du message sur l'écran de verrouillage, « Tu me manques déjà. À mardi ». Le nom de l'expéditeur était masqué par les paramètres de confidentialité de son téléphone, mais je n'avais pas besoin de voir le nom complet pour savoir exactement de qui il s'agissait. Ce petit fragment de message, vu par accident, a solidifié dans mon esprit quelque chose que je savais déjà, mais que je ressentais maintenant avec une clarté douloureusement nette. Ce n'était pas une erreur passagère, un moment de faiblesse isolé. C'était une relation soutenue, soigneusement planifiée, avec un lieu fixe, avec une routine établie qui durait, selon mes calculs basés sur ce que Denis m'avait dit sur la durée de leur relation, depuis au moins 2 mois. J'ai alors décidé de franchir une autre étape dans mon enquête, une étape qui me causait un certain malaise moral, mais que je sentais nécessaire étant donné l'ampleur de ce qui était en jeu. J'ai demandé à Olivier de m'aider à découvrir, par l'intermédiaire de sa connaissance dans le quartier, si cet appartement était bien loué au nom de Marianne, de Denis, ou d'une tierce partie qui aurait pu faciliter leur rencontre. Olivier, grâce à ses contacts, a réussi à découvrir que l'appartement avait été loué pendant un peu plus de 2 mois au nom d'une société de location temporaire, payée en espèces, sans contrat à long terme. Exactement le type d'arrangement que quelqu'un choisirait s'il voulait garder un rendez-vous complètement discret sans laisser de traces facilement traçables. Avec cette information, et 800 € de moins dans mon compte de paie émotionnel, je sentais que j'avais toutes les pièces nécessaires pour comprendre l'ampleur de ce qui se passait. Ce n'était pas seulement une attraction passagère ou une flirtation inoffensive. C'était une infrastructure complète, soigneusement assemblée, maintenue dans le temps, conçue spécifiquement pour que je ne le découvre jamais. Pendant ce temps, au bureau, ma relation avec Denis était paradoxalement devenue plus étroite. Il continuait à me chercher pour parler de sa petite amie, excité, me disant que les choses s'amélioraient de plus en plus, qu'il sentait que cette femme pourrait enfin être la personne avec qui il pourrait construire une famille. Chaque mot de sa part était un couteau silencieux. Mais j'avais appris à contrôler mon visage, à sourire au bon moment, à poser des questions qui semblaient être un intérêt sincère de la part d'un collègue plus âgé donnant des conseils à un plus jeune. Alors qu'en réalité, j'extrayais des informations précieuses pièce par pièce. Dans l'une de ces conversations, Denis a avoué quelque chose qui m'a fait réfléchir pendant des jours. Il a dit qu'il sentait que sa petite amie portait une sorte de secret. Qu'il remarquait parfois qu'elle était distraite comme si quelque chose pesait sur sa conscience, mais que chaque fois qu'il demandait, elle changeait rapidement de sujet ou l'assurait que tout allait bien. Je me suis demandé en silence si ce fardeau dont Denis parlait était simplement le poids naturel de vivre une double vie, de mentir constamment à 2 hommes qui lui faisaient confiance de manière complètement différente. J'ai aussi commencé à remarquer que Marianne, à la maison, semblait de plus en plus nerveuse lorsque nous parlions de sujets liés à l'argent ou aux dépenses ménagères. À une occasion, alors que nous examinions les factures mensuelles ensemble, comme nous le faisions de temps en temps, j'ai remarqué un retrait de 800 € qu'elle a vaguement expliqué comme des dépenses ménagères imprévues sans donner plus de détails. Et quand j'ai insisté pour demander à quoi cet argent avait été exactement utilisé, elle est devenue visiblement mal à l'aise, changeant rapidement de sujet pour parler de quelque chose concernant notre fils cadet. J'ai commencé à soupçonner qu'une partie de l'argent qu'elle gérait ou de l'argent que nous avions tous deux gagné à la sueur de notre front au fil des ans était utilisé pour soutenir cet appartement, pour acheter ses nouveaux parfums. Ces robes spéciales qu'elle gardait pour ses rencontres secrètes. Cette idée, l'idée de financer sans le savoir ma propre trahison, m'a rempli d'un autre type de rage que tout ce que j'avais ressenti auparavant, une rage froide, calculatrice qui, au lieu de me faire perdre le contrôle, a renforcé ma détermination à mener ce plan jusqu'à ses dernières conséquences. À ce stade, près de 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce déjeuner fatidique à la cantine de l'entreprise. J'avais des photographies, des témoignages, des schémas de comportement documentés, des informations sur l'appartement loué, et même des indices de mouvement d'argent suspect. Je me sentais prêt à passer à l'étape suivante. Mais Olivier, toujours prudent, a suggéré quelque chose qui a finalement défini le cours de mon plan. Au lieu de confronter Marianne directement avec toutes ces preuves, nous devrions penser à un moyen pour que la vérité éclate de telle manière qu'elle ne puisse pas s'échapper, nier ou manipuler la situation en sa faveur. Quelque chose qui, si possible, impliquerait à la fois elle et Denis en même temps. Face à face, sans aucune chance de coordonner leurs mensonges. Cette suggestion a planté dans mon esprit la graine de ce qui allait devenir le plan final. La confrontation qui mettrait fin à des mois, peut-être des années, de mensonges silencieux. Mais avant d'en arriver là, je savais que je devais me préparer émotionnellement à ce qui allait arriver. Parce que,
aussi calculé et froid que j'étais devenu pendant ces semaines d'enquête, au fond, j'étais toujours un homme au cœur brisé essayant de survivre à la plus profonde trahison que j'ai jamais vécue de ma vie entière. Les 2 semaines suivantes sont devenues un exercice d'endurance émotionnelle que je n'aurais jamais imaginé devoir affronter. Je vivais 2 réalités parallèles. Celle du mari qui rentrait à la maison, dînait avec Marianne et parlait de choses triviales, et celle de l'homme qui assemblait silencieusement le plan qui finirait par révéler toute la vérité. Chaque nuit avant de dormir, je passais en revue mentalement chaque détail, chaque preuve recueillie, chaque pas encore à faire. Tandis qu'à côté de moi, elle dormait avec la tranquillité de quelqu'un qui croit que son secret est parfaitement en sécurité. Olivier et moi nous sommes rencontrés plusieurs fois pendant cette période, peaufinant les détails de ce qui serait le plan final. L'idée que nous avons discutée pour exposer Marianne et Denis au même moment sans aucune possibilité pour eux de coordonner une version commune des événements nécessitait une organisation minutieuse. Nous ne pouvions pas simplement nous présenter à l'appartement un jour et faire une scène qui, en plus d'être indigne, pourrait mal tourner de 1000 façons différentes, me faisant passer pour le méchant de l'histoire au lieu de la victime que j'étais réellement. C'est alors qu'une idée m'est venue. Une idée qui, au début, m'a semblé presque cruelle par sa précision, mais dont, au fil des jours suivants, je me suis convaincu quelle était la bonne façon de procéder. Chaque année, à la fin de ce mois, l'entreprise où nous travaillons organise un dîner de reconnaissance pour les employés méritants, un événement formel auquel participent les travailleurs et leurs partenaires ou proches. Marianne m'avait toujours accompagné à ces événements au fil des ans. Et Denis, en tant qu'employé relativement nouveau mais performant, avait également été invité pour la première fois cette année, selon les commentaires que j'avais entendus au bureau. L'idée était simple mais d'une efficacité dévastatrice. Si je pouvais faire en sorte que Denis amène sa petite amie comme invité à ce dîner, sans qu'aucun d'eux ne sache que je serais aussi là avec ma propre femme. Le moment de reconnaissance mutuelle se produirait devant des dizaines de témoins, dans un cadre formel où il serait impossible pour Marianne d'inventer une excuse improvisée ou de créer une scène de déni. La vérité se révélerait simplement à l'instant exact où ils se verraient face à face sans aucun avertissement. Pour que le plan fonctionne, j'avais besoin que Denis décide de lui-même d'amener sa petite amie au dîner. Alors, dans l'une de nos conversations habituelles pendant le déjeuner, j'ai laissé tomber le commentaire, mentionnant que ce type d'événement était parfait pour présenter un partenaire aux collègues de travail. Que cela faisait bonne impression sur les patrons de voir quelqu'un d'engagé et de stable dans sa vie personnelle. Denis, toujours désireux de s'intégrer et de montrer qu'il réussissait dans tous les aspects de sa vie, a reçu le conseil avec enthousiasme, me disant qu'il avait pensé à l'inviter, mais ne savait pas si elle accepterait d'aller à un événement aussi formel. Je l'ai encouragé, jouant le rôle du collègue plus âgé offrant de sages conseils, lui assurant que n'importe quelle femme se sentirait flattée d'être présentée dans un tel cadre, que c'était un signe d'engagement sérieux. Chaque mot que je prononçais me coûtait un énorme effort émotionnel parce que je savais exactement où je tirais les ficelles de cette histoire. Mais je sentais aussi que c'était la seule façon d'obtenir la vérité complète, non filtrée, sans aucune possibilité de manipulation ultérieure. Pendant ce temps, à la maison, je devais aussi m'assurer que Marianne assisterait à ce même dîner sans rien soupçonner. Ce n'était heureusement pas un défi supplémentaire car elle avait toujours aimé m'accompagner à ces événements. Elle aimait s'habiller, socialiser avec les femmes de mes collègues et se sentir partie prenante de ma vie professionnelle. Quand j'ai mentionné la date du dîner cette année-là, elle a immédiatement accepté, demandant même à l'avance quelle robe elle devait porter, sans idée que cette même nuit deviendrait la scène où sa double vie serait exposée à tous. Les jours précédant l'événement furent sans aucun doute les plus tendus de tout ce processus. Je sentais que la moindre erreur, le moindre regard trop long, la moindre question posée de la mauvaise manière pouvait faire suspecter à Marianne que quelque chose n'allait pas, ruinant des mois de patience accumulés. Olivier me rappelait constamment de rester calme, d'agir complètement normalement, que tout changement abrupt de mon comportement pourrait me trahir avant le bon moment. Une nuit particulièrement difficile, Marianne s'est approchée de moi alors que je faisais semblant de réviser des documents de travail dans le salon et m'a demandé directement si je traversais un problème, si quelque chose m'affectait ces derniers temps car elle me trouvait distant. Différent de d'habitude. J'ai senti mon cœur s'arrêter une seconde, calculant rapidement comment répondre sans éveiller de soupçons, mais aussi sans paraître complètement indifférent. Je lui ai dit que le travail avait été particulièrement exigeant ces derniers temps, qu'il y avait beaucoup de pression sur certains projets importants, et que cela m'avait un peu épuisé mentalement. Elle sembla accepter l'explication, s'approchant pour me serrer dans ses bras, me disant que je devrais mieux prendre soin de moi, ne pas me surcharger de travail, qu'elle était là pour me soutenir dans tout ce dont j'avais besoin. Recevoir cette étreinte,
ressentir sa sincère inquiétude, même si c'était une inquiétude mêlée à la culpabilité silencieuse de quelqu'un vivant son propre mensonge, fut l'un des moments les plus émotionnellement confus de tout ce processus. Pendant un instant, j'ai ressenti l'envie de la confronter directement, de mettre fin à l'angoisse de l'attente, de lui dire tout ce que je savais et d'exiger des réponses immédiates. Mais je me suis souvenu du plan. Je me suis souvenu de l'importance que la vérité soit exposée sans aucune possibilité de manipulation, et je me suis retenu une fois de plus. Juste 3 jours avant le dîner, j'ai reçu un appel d'Olivier avec une information qui ajoutait une couche de tension supplémentaire à tout le plan. Son contact dans le quartier l'avait informé que, pendant cette même semaine, il avait vu une activité inhabituelle à l'appartement. Des cartons déménagés comme si quelqu'un faisait ses bagages. La possibilité que Marianne et Denis prévoyaient de franchir une étape plus sérieuse dans leur relation, peut-être emménager ensemble ou officialiser leur lien d'une manière ou d'une autre, a créé un sentiment d'urgence que je n'avais pas ressenti jusque-là. Si cela se produisait avant le dîner d'entreprise, tout notre plan s'effondrerait car la confrontation perdrait l'élément de surprise dont nous avions si désespérément besoin. Nous avons alors décidé d'avancer légèrement certains détails de notre préparation, en nous assurant que tout était prêt pour la nuit de l'événement sans aucune marge d'erreur. Olivier a proposé d'être présent ce soir-là, non pas en tant qu'invité officiel, mais en observant discrètement à une distance sûre, prêt à intervenir ou à me soutenir émotionnellement si la situation devenait trop intense pour que je la gère seul. La nuit précédant le dîner, j'ai à peine dormi. Je suis resté éveillé une grande partie de la nuit, rejouant encore et encore dans mon esprit comment l'événement allait se dérouler. Ce que je dirais exactement au moment de la confrontation, comment Marianne réagirait en étant découverte devant tant de témoins. J'ai imaginé des dizaines de scénarios différents. Certains où elle fondrait en larmes en demandant pardon. D'autres où elle essaierait de tout nier jusqu'à la dernière seconde, même avec les preuves sous ses yeux. À côté de moi, Marianne dormait profondément, complètement inconsciente de la tempête qui éclaterait en moins de 24 heures. Je l'ai regardée dans l'obscurité de notre chambre, son visage détendu, sa respiration calme, et j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de détermination. Cette femme avec qui j'avais partagé plus de 2 décennies de ma vie était sur le point d'affronter les conséquences de ses décisions. Et moi, après des semaines de douleur silencieuse, j'étais sur le point de reprendre le contrôle de ma propre histoire. Le matin, alors que nous nous préparions chacun pour nos activités de la journée, Marianne a mentionné avec enthousiasme qu'elle avait déjà sa robe prête pour le dîner de ce soir-là. Qu'elle était impatiente de revoir les femmes de mes collègues après si longtemps sans les voir à aucun événement social. J'ai hoché la tête, souri quand il le fallait, mais à l'intérieur je sentais que chaque minute qui passait nous rapprochait inévitablement du moment qui changerait le cours de nos vies pour toujours. Ce soir-là, la vérité allait enfin éclater. Sans retour en arrière, sans plus de place pour les mensonges, la nuit du dîner arriva, enveloppée d'une tension, je me sentais tendu dans chaque muscle de mon corps. Je m'habillais en silence devant le miroir, ajustant ma cravate avec des mains que je pouvais à peine maintenir stables pendant que Marianne finissait de se préparer dans la salle de bain, fredonnant une chanson qu'elle écoutait sur son téléphone. Complètement inconsciente de ce qui était sur le point de se produire. La voir si calme, si insouciante, me remplit d'un mélange d'admiration pour ses talents d'actrice et d'une profonde tristesse pour tout ce que nous étions sur le point de perdre. Nous sommes partis de la maison vers 19 h, en direction du salon de réception où l'entreprise avait organisé le dîner de reconnaissance cette année-là, un endroit élégant du centre-ville que nous visitions chaque fois qu'il y avait une célébration d'entreprise importante. Pendant le trajet, Marianne bavardait avec animation sur qui serait présent, me posant des questions sur de nouveaux collègues dont elle avait entendu parler. Ne soupçonnant pas que l'un de ses nouveaux collègues était en fait l'homme avec qui elle construisait une relation parallèle à notre mariage depuis des mois. Nous sommes arrivés au salon et, comme d'habitude, avons commencé à saluer les collègues et leurs partenaires, échangeant les courtoisies habituelles de ce type d'événement. Olivier, fidèle à sa parole, était déjà là, près du bar, observant discrètement tout en discutant avec d'autres collègues, prêt à intervenir si la situation l'exigeait. Nous avons échangé un bref regard, presque imperceptible pour quiconque. Mais pour moi, c'était une confirmation silencieuse que le plan était toujours en cours. Près de 40 minutes se sont écoulées après notre arrivée. Des minutes pendant lesquelles j'ai senti chaque seconde s'étirer interminablement, observant l'entrée principale du salon, chaque fois que quelqu'un de nouveau entrait, attendant le moment où Denis apparaîtrait avec son invité. Marianne, pendant ce temps, discutait avec animation avec la femme d'un de mes collègues les plus proches, riant d'un commentaire, complètement détendue, sans la moindre idée de la bombe à retardement qui approchait.
Et puis enfin, je l'ai vu. Denis a franchi la porte principale, vêtu d'un costume qu'il avait clairement choisi avec soin pour l'occasion, avec le sourire nerveux de quelqu'un sur le point de présenter officiellement son ou sa partenaire dans un nouvel environnement. Et à ses côtés, lui tenant le bras, vêtu d'une tenue élégante que je n'avais jamais vue de ma vie, marchait Marianne. Non, attends, ce n'était pas Marianne. Mon cœur s'est arrêté une fraction de seconde avant que mon cerveau ne traite correctement ce que mes yeux voyaient. La femme qui accompagnait Denis n'était pas ma femme. C'était quelqu'un d'autre. Une femme qui avait une certaine ressemblance physique avec Marianne de loin. Une morphologie similaire, une couleur de cheveux similaire, mais qui, en s'approchant, n'était définitivement pas elle. J'ai ressenti une confusion instantanée m'envahir. Un mélange de soulagement et de stupeur que je ne savais pas comment traiter. J'ai cherché Marianne, qui discutait toujours calmement à quelques mètres de là, n'ayant même pas remarqué l'arrivée de Denis. Mon esprit s'est emballé, essayant de comprendre ce qui se passait, comment cela correspondait à toutes les preuves que j'avais recueillies pendant des semaines. Je me suis excusé du groupe avec lequel j'étais et je me suis dirigé directement vers Olivier, qui avait également remarqué la situation avec la même surprise affichée sur son visage. Ce n'est pas Marianne, ai-je murmuré, sentant tout le plan que nous avions construit pendant des semaines s'écrouler en quelques secondes. Olivier, cependant, est resté calme, suggérant que nous nous rapprochions discrètement pour écouter la conversation afin de comprendre qui était vraiment cette femme et quel était son lien avec toute cette histoire. Nous nous sommes rapprochés suffisamment, faisant semblant d'être plongés dans une conversation désinvolte près de la table des amuse-bouches. Assez près pour entendre des bribes de ce que Denis disait à sa compagne, la présentant à des collègues comme sa petite amie, mentionnant son nom, Ernestine. Ce nom ne signifiait absolument rien pour moi. Il ne correspondait à aucune des personnes impliquées dans toute l'enquête que j'avais menée ces dernières semaines. Une confusion totale m'a submergé. Avais-je suivi la mauvaise piste tout ce temps? Était-il possible que la femme de l'appartement, celle que Viviane et la voisine d'Olivier avaient décrite, ressemblait simplement à Marianne sans être réellement elle? Mais alors je me suis souvenu de la photographie originale, celle que Denis m'avait montrée ce premier jour à la cantine de l'entreprise. Cette image que je reconnaissais sans aucun doute comme notre propre cuisine avec les carreaux blancs, le rideau jaune, la coupe à fruits en céramique que j'avais moi-même donnée à Marianne. J'ai alors décidé d'agir avec prudence, m'approchant directement de Denis sous prétexte de le saluer, de le féliciter d'avoir amené sa partenaire à l'événement. Lorsque je me suis présenté à Ernestine, j'ai observé chaque détail de son visage, cherchant une connexion, une ressemblance au-delà de la superficialité que j'avais remarquée de loin. Et puis, alors que nous bavardions brièvement, elle a mentionné quelque chose qui a complètement changé le cours de mes pensées. Elle a dit qu'elle vivait avec sa sœur aînée dans un appartement qu'elles avaient loué ensemble il y a quelques mois, le temps de régler des problèmes familiaux dans leur ancien logement. J'ai senti les pièces commencer à se réorganiser dans ma tête à une vitesse vertigineuse. J'ai demandé avec désinvolture le nom de la sœur, et quand Ernestine l'a prononcé, j'ai senti l'air quitter complètement mes poumons. Marianne. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. J'ai demandé, essayant de garder ma voix stable, si sa sœur serait également présente ce soir-là, et Ernestine a répondu avec un naturel complet que sa sœur aînée, Marianne, ne pouvait pas les rejoindre car elle avait un engagement familial ce même soir. Quelque chose lié à son mari et à un dîner de travail. À cet instant, tout le puzzle s'est complètement réorganisé devant moi, révélant une vérité que je n'avais jamais envisagée pendant toutes mes semaines d'enquête. Marianne avait une sœur, quelqu'un dont je ne savais pratiquement rien car, comme elle me l'avait dit il y a des années, elle s'était profondément brouillée après la mort de leurs parents. Une séparation qui, selon les rares fois où nous avions abordé le sujet, était due à des désaccords sur un héritage et des décisions familiales que je n'avais jamais entièrement comprises. Marianne ne m'avait jamais dit qu'elle avait renoué avec sa sœur. Elle ne m'avait jamais dit que le nom de sa sœur était Ernestine, ni qu'elle vivait maintenant près de notre maison. Dans ce même appartement que j'avais surveillé pendant des semaines, convaincu que c'était le théâtre d'une trahison que je comprenais maintenant n'avoir peut-être jamais existé de la manière dont je l'avais imaginé. Le sol sous mes pieds était complètement instable. Si la femme dans l'appartement était Ernestine, la sœur de Marianne, alors qui était exactement la femme sur la photographie que Denis m'avait montrée ce premier jour? J'ai repensé à cette image, à la cuisine que je reconnaissais sans aucun doute, au visage souriant que j'identifiais comme celui de ma femme. Ernestine pouvait-elle ressembler tellement à Marianne que j'aurais pu me tromper depuis le début? Ou y avait-il une explication complètement différente que je n'avais pas encore réussi à comprendre?
J'ai cherché Olivier, sentant que j'avais désespérément besoin d'un moment pour traiter toutes ces nouvelles informations avant de faire une erreur qui pourrait ruiner mon mariage sur la base de mauvaises conclusions. Nous nous sommes discrètement déplacés vers un coin moins fréquenté du salon, et je lui ai rapidement raconté tout ce que je venais de découvrir. Son expression est passée de la surprise initiale à un mélange de soulagement et d'inquiétude sincère, me rappelant que même si la trahison que nous avions imaginée pendant des semaines n'existait probablement pas, cela ne signifiait pas qu'il n'y avait pas un vrai problème dans mon mariage. Le problème de la communication, des secrets gardés, des sujets dont nous avions tous deux évité de parler ouvertement pendant des années. Pendant que je traitais tout cela, j'ai cherché Marianne parmi les invités, la trouvant bavardant calmement, complètement inconsciente de la tempête émotionnelle que je venais de traverser en quelques minutes. Je l'ai regardée longuement, ressentant un mélange compliqué d'amour renouvelé, de profond soulagement, et en même temps une tristesse sincère en comprenant que ma propre rigidité sur le sujet de sa sœur avait probablement été la principale raison pour laquelle elle avait décidé de me cacher quelque chose d'aussi important dans sa vie. J'ai décidé à ce moment-là que je ne pouvais pas attendre de rentrer à la maison pour éclaircir tout cela. Je devais lui parler ce soir-là même discrètement, loin du bruit de l'événement. Je me suis lentement approché d'elle, et quand nos regards se sont croisés, je lui ai demandé doucement si nous pouvions sortir un instant dans le jardin du salon, prétextant que j'avais besoin d'air frais. Elle a accepté sans rien soupçonner d'étrange, me suivant vers l'espace extérieur du lieu, où les lumières tamisées et le calme relatif nous offraient une certaine intimité loin des autres invités. Une fois là, j'ai pris une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes pour entamer une conversation que je savais difficile, douloureuse, mais absolument nécessaire après tout ce que j'avais traversé ces dernières semaines. Marianne, ai-je commencé, sentant ma voix trembler légèrement malgré mes efforts pour la garder stable. J'ai besoin de te parler de quelque chose que j'ai gardé pour moi, et j'ai besoin que tu me parles avec une honnêteté totale de quelque chose que je pense que tu m'as caché. J'ai vu son expression changer instantanément du calme détendu de la fête à une alerte prudente, comme si elle sentait d'une manière ou d'une autre que la conversation qui allait commencer toucherait une corde profondément sensible pour nous deux. « De quoi parles-tu, Émile » a-t-elle demandé, sa voix légèrement hésitante, ses yeux cherchant les miens avec un mélange de confusion. Et maintenant je le remarquais clairement, un éclair de peur authentique. Et à cet instant, sous les lumières tamisées du jardin, entouré du murmure lointain de la fête qui continuait dans le salon, je savais que le moment était venu de tout lui dire. La photographie, les semaines d'enquête, la douleur silencieuse que j'avais portée seule. Et la vérité que j'avais finalement découverte ce soir-là à propos d'Ernestine, à propos de l'appartement, à propos de tout ce qu'elle m'avait caché par peur de ma propre réaction. Marianne est restée silencieuse pendant quelques secondes qui ont semblé une éternité. Son regard fixé sur moi, essayant de comprendre exactement ce que je savais et où cette conversation menait. J'ai pris une inspiration et j'ai commencé à tout lui raconter depuis le début. Ce déjeuner avec Denis, la photographie que j'ai reconnue comme notre cuisine, son message arrivant à ce moment exact me demandant si je serais en retard. Et la décision que j'ai prise cet après-midi-là de ne pas la confronter impulsivement, mais d'enquêter en silence avant de tirer des conclusions. J'ai vu son visage passer par différentes expressions pendant que je parlais. Surprise, incrédulité, et finalement, lorsque j'ai mentionné le nom d'Ernestine et l'appartement loué, un mélange de soulagement et de profonde honte que j'ai reconnu car c'était exactement ce que j'avais ressenti quelques minutes auparavant. Quand j'ai eu fini de parler, elle a couvert son visage de ses mains un instant, et quand elle les a baissés, ses yeux étaient pleins de larmes. « Émile, pardonne-moi » a-t-elle commencé, sa voix brisée. « Tu as raison. Je vois Ernestine depuis presque 3 mois. Elle m'a cherché après tant d'années. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus porter le poids de cette dispute sur l'héritage, qu'elle me manquait, que j'étais la seule famille qui lui restait à part elle. Et elle me manquait aussi, Émile, beaucoup. Mais je savais ce que tu pensais d'elle. J'ai entendu tant de fois ce que tu pensais de la façon dont elle m'avait traité, moi et mes parents, pendant ces années. Et j'avais peur. J'avais peur que tu te mettes en colère, que tu aies l'impression que je trahissais ta confiance en reprenant cette relation sans t'en parler d'abord. Elle m'a alors raconté les détails qui ont bouclé la boucle de cette histoire. Comment Ernestine, traversant des difficultés financières après un récent divorce, avait eu besoin d'aide pour louer un endroit temporaire le temps de régler sa situation. Et comment Marianne, sentant qu'après tant d'années de séparation, elle pouvait enfin reconstruire quelque chose avec sa seule sœur, avait décidé de l'aider financièrement sans rien me dire, utilisant une partie de nos économies pour couvrir quelques mois de cet appartement.
exactement ces 800 € que j'avais notés dans nos comptes et qu'elle n'avait pas su expliquer sans révéler tout le secret. Les rendez-vous du mardi et du jeudi étaient bien des visites à sa sœur. Des moments où elles essayaient toutes deux de reconstruire leurs liens perdus, parlant des années perdues, de leurs parents décédés, guérissant des blessures qui étaient ouvertes depuis plus d'une décennie. Le parfum différent, la robe spéciale, tout avait une explication que je n'avais jamais imaginée. Marianne voulait se sentir bien dans ces réunions. Elle voulait que ces moments avec sa sœur soient spéciaux après tant de temps de séparation, une manière silencieuse de célébrer la réconciliation qu'elle construisait lentement. Je lui ai alors avoué avec une honnêteté qu'il m'était aussi très difficile d'exprimer que pendant ces semaines j'avais fini par soupçonner quelque chose de complètement différent, quelque chose de beaucoup plus douloureux et que j'avais enquêté, suivi des indices. J'avais même discrètement enrôlé de l'aide pour confirmer mes soupçons. Marianne a écouté sans interrompre et quand j'ai eu fini, elle a laissé échapper un rire à travers ses larmes, un étrange mélange de soulagement et de honte partagée. « Tu pensais que je te trompais » a-t-elle dit, non pas comme une question, mais comme une déclaration douloureuse qu'elle comprenait enfin dans son intégralité. J'ai hoché la tête, sentant mes propres larmes menacées de monter. J'ai vu la photographie, Marianne. J'ai vu notre cuisine sur le téléphone de Denis. J'ai reçu ton message au moment exact où il me l'a montré. Je ne savais pas quoi penser d'autre. Elle s'est alors rapprochée et m'a serré fort dans ses bras. Une étreinte qui était différente de toutes les précédentes, remplie d'une compréhension mutuelle qu'aucun de nous n'avait anticipé trouver cette nuit-là. Nous avons parlé pendant près d'1 heure de plus dans ce jardin, loin du bruit de la fête, reconstituant tout ce que nous avions vécu séparément pendant ces semaines de silence et de secrets croisés. Je me suis excusé d'avoir douté d'elle, d'avoir soupçonné le pire sans lui donner la chance de s'expliquer dès le début. Elle, à son tour, s'est excusée de m'avoir caché quelque chose d'aussi important, reconnaissant que la véritable erreur avait été le silence, le manque de confiance pour parler ouvertement d'un sujet qui, bien que sensible, méritait une conversation honnête entre nous il y a des années. Cette nuit-là a inopinément marqué un nouveau départ pour notre mariage. Les jours suivants, nous avons décidé de nous asseoir ensemble pour parler d'Ernestine, de l'héritage, de tout le ressentiment que j'avais porté pendant des années sans vraiment comprendre toute la complexité de la situation familiale de Marianne. J'ai reconnu, après avoir calmement écouté la version complète des événements, que ma position avait été injuste à bien des égards, basée sur des jugements hâtifs concernant un litige familial dont je ne connaissais qu'un côté de l'histoire. J'ai invité Marianne à me présenter officiellement à Ernestine, ce qui s'est produit quelques semaines plus tard lors d'un déjeuner tranquille chez nous. Ce fut une rencontre un peu gênante au début, chargée d'années de distance et de ressentiments non résolus. Mais ce fut aussi le début d'une réconciliation plus large, une réconciliation dans laquelle j'ai dû apprendre à abandonner les vieux jugements et à permettre à ma femme de reconstruire sans restriction le lien avec sa seule sœur. Avec Denis, les choses ont aussi trouvé leur propre chemin. Je ne lui ai jamais dit la véritable raison de mes questions insistantes sur sa relation avec Ernestine, préférant garder cette partie de l'histoire pour moi et pour Olivier, qui, après tout ce processus, est devenu un confident encore plus proche qu'il ne l'était déjà. Avec le temps, Denis et Ernestine ont officialisé leur relation. Et curieusement, nous avons fini par nous croiser lors de réunions de famille occasionnelles, car il faisait maintenant, d'une certaine manière, partie de la famille élargie de ma femme. J'ai tiré de tout cet épisode une leçon que je garderai avec moi pour le reste de ma vie, les apparences et les coïncidences peuvent construire des histoires complètement fausses dans nos esprits si nous ne nous donnons pas la chance de chercher la vérité complète avant de tirer des conclusions définitives. J'ai aussi appris que le silence, même s'il naît de la peur de blesser l'autre personne ou de créer un conflit, peut être aussi dommageable que n'importe quel mensonge délibéré, car il laisse de la place à l'imagination pour construire des scénarios bien plus douloureux que la réalité elle-même. Marianne et moi, après 22 ans de mariage, avons découvert cette nuit-là dans le jardin que nous avions encore beaucoup à apprendre l'un de l'autre, que la confiance exige un entretien constant, des conversations honnêtes et une volonté d'écouter sans juger avant d'agir. Aujourd'hui, des mois après ce déjeuner qui, bien que temporairement, a complètement changé ma perception de mon mariage, je peux dire en toute honnêteté que notre relation est sortie plus forte de cette expérience, et non plus faible. Chaque mardi et jeudi, Marianne rend toujours visite à sa sœur. Mais maintenant, elle le fait ouvertement, m'invitant parfois même à l'accompagner. Quelque chose que je n'aurais jamais imaginé se produire après tant d'années de ressentiment silencieux de ma part. Et chaque fois que je me souviens de ce jour à la cantine de l'entreprise où Denis a tourné son téléphone vers moi, montrant une photographie qui a failli détruire la confiance construite sur plus de 2 décennies, je comprends que parfois la vie nous confronte à nos pires soupçons.
Non pas pour les confirmer, mais pour nous enseigner la valeur de la communication honnête et à quel point nous pouvons être proches de perdre quelque chose de précieux simplement pour n'avoir pas osé demander avant d'assumer le pire.